Les événements qui vont suivre se déroulent en Haïti. Cette île que l'on surnomme la perle des Antilles voit chaque année son sol foulé par des centaines de zombies. Ces êtres qui réapparaissent auprès de leur famille des années après leurs funérailles. Ils semblent perdus, dans un coma éveillé. Leurs gestes sont lents et saccadés. Ceux qui ont conservé la parole rapportent avoir été extraits de leur tombe par des sorciers, puis réduits en esclavage. Mais qui sont ces zombies et comment le deviennent-ils? Je vais donner voix à l'histoire du plus célèbre d'entre eux, Clervius Narcisse. Sa mort et sa résurrection seront le point de départ d'une passionnante enquête qui va mobiliser des dizaines de scientifiques et inspirer Hollywood. Alors, installez-vous confortablement et écoutez-moi. En 1980, sur un des marchés de Port-au-Prince, un vieil homme observe une dame qui déambule entre les étals de fruits et légumes. Cette femme, c'est Angelina Narcisse. Elle vient d'enterrer son deuxième frère, le premier étant mort depuis 18 ans. L'homme se dirige vers elle et demande d'une voix douce. « Angelina? Angelina Narcisse? C'est moi, Clervius. » Angelina scrute le visage de l'inconnu. « Non, vous vous trompez, monsieur. Mon frère est mort depuis presque 20 ans. Je vous souhaite une bonne journée. » La jeune femme se détourne rapidement de l'homme et continue de tâter les fruits. Elle tente de faire bonne figure devant la marchande, mais elle est troublée. Ce front, cette bouche. C'est vrai que l'homme ressemblait à son frère, dont il avait donné le bon prénom. Celui-ci insiste. « Angelina, ne pars pas. Tu ne me reconnais vraiment pas ?» La marchande, qui avait observé la scène du coin de l'œil, décide d'intervenir. « Vas-tu la laisser tranquille? Cette dame n'a pas assez souffert, elle qui vient encore d'enterrer un frère. File donc de là !» Elle interpella deux hommes qui vidaient une camionnette de caisses de fruits. « Vous autres, débarrassez-nous de ce malotru. »« Non, ma Nina, je te jure que c'est bien moi. Nina, je t'en prie, écoute-moi. » Nina? C'était le surnom que lui donnait son défunt grand frère. Comment un inconnu pouvait-il le connaître? Cette fois, c'était trop d'émotion pour la pauvre femme qui laissa échapper son panier de provisions. Prise de tremblement, elle fut amenée à l'écart par les deux acolytes de la marchande. Clervius les suivit. « Va-t'en, dit l'un d'eux. C'est toi qui l'as mise dans cet état. Croyez-moi, je suis son frère. » L'homme soulève son chapeau. « Ignace, regarde la cicatrice sur mon front. Nous avons la même. Souviens-toi à la course-poursuite avec le vieux Félix. » Ignace se toucha machinalement le front. S'il s'en souvenait, il avait fait les 400 coups avec son copain Clervius. Une fois, pour éviter de se prendre une rossée par le vieux Félix, à qui il venait de chipper des cigarettes, ils avaient dévalé la grande route sur une vieille bicyclette si vite qu'elle s'était désossée. Et ils avaient fini dans un ravin sacrément égratigné. Le vieil homme se grattait la tête d'incompréhension. « Comment tu peux être Clervius? Je l'ai vu mort et mis en terre il y a 18 ans. Aussi vrai que je te vois en ce moment. » Chacun doutait à présent. La ressemblance, le surnom d'Angelina, les anecdotes d'enfance, même la voix était la même. Angelina décida de ramener l'inconnu dans la maison de famille des Narcisses afin d'en avoir le cœur net. Là-bas, cousins, voisins, tous ceux qui l'avaient connu en étaient fermement persuadés. L'homme ne pouvait être que leur Clervius. Aucun doute n'était possible. Restait à comprendre comment celui qu'ils avaient mis en terre il y a 18 ans pouvait se trouver devant eux, certes vieilli, mais en excellente forme. Le soir venu, une fois les enfants couchés, Clervius se mit à raconter. Je me souviens du médecin à l'hôpital qui dit « C'est fini, il est mort. » Je t'ai entendu pleurer, Nina. Je vous ai tous entendu défiler et me dire adieu. J'étais conscient, tout le temps. Je me souviens aussi de ce linceul où on m'a enveloppé et du cercueil descendu dans le trou. J'entends encore la terre et les graviers pleuvoir au-dessus de moi. J'étais terrifiée. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je voulais taper dans la boîte pour vous montrer que j'étais vivant. Mais tous mes membres étaient paralysés.
Et puis plus rien. Le silence et la solitude de la tombe. Vous étiez tous partis. Après un très long moment, j'ai entendu des voix inconnues. Et puis j'ai senti qu'on creusait au-dessus de ma tête. Je me suis dit qu'on s'était enfin rendu compte de la terrible méprise, que quelqu'un avait compris que j'étais vivant et venait me délivrer. On a tiré mon cercueil du trou et on l'a ouvert. J'ai enfin senti de l'air frais. Des bras m'ont tiré. Et je l'ai entendu. Il récitait des incantations magiques et semblait être le chef. 2 autres m'ont mis la tête en bas et ont flagellé mes bras et mes jambes. Ensuite, il m'a parlé, le sorcier. Sa voix était plus glaçante que la chambre froide où j'avais été. Tu m'appartiens. Tu as été vendu pour te punir de ta cupidité et ton égoïsme. Tu n'as plus de nom. Tu n'es plus un homme. Tu es à moi. Bois! Et il m'a forcé à boire une mixture amère au goût infect. Clervius s'interrompit dans son récit. Chacun gardait le silence, s'imaginant le calvaire qu'avait vécu le vieil homme. Tous savaient de quoi la magie noire était capable. Un boko, ce sorcier vaudou qui jette des mauvais sorts, peut vous transformer en animal, vous voler votre tibon ange, cette partie de l'âme qui contient votre personnalité. Il la retient alors prisonnière dans une bouteille, réduisant votre corps en esclavage. Vous devenez un zombie. Après cela, ils m'ont ligoté et jeté dans une camionnette. On a roulé longtemps. Pendant le trajet, je commençais à récupérer quelques sensations dans mes bras et mes jambes. Je pouvais bouger un peu. Nous sommes arrivés dans une plantation. On m'a poussé dans un hangar où s'entassaient d'autres gens comme moi. Notre quotidien n'était fait que de coups de fouet et de dur travail, de l'aube du jour à son crépuscule. Tous les jours, nos geôliers nous forçaient à boire cette mixture dégueulasse. Et tous les jours, nous étions pliés en 2 sous les coups de fouet. Couper la canne à sucre, la broyer toute la journée. Interdiction de se parler, de lever les yeux même. Et pour tout repas, 1 fois par jour, on avait droit à de la bouillie sans sel. Parfois, ils s'amusaient à nous regarder nous battre pour des restes d'os de poulet qu'ils nous jetaient comme à des chiens. Ceux qui tentaient de fuir se faisaient amputer d'un bras ou d'une jambe. Nous n'étions plus des êtres humains, nous étions des zombies. Ce que j'ai vécu était le pire des esclavages, c'était même pire que la mort. Un jour, au bout de la 2e année, peut-être parce que l'un d'eux avait oublié de nous donner leur mixture poison, un des zombies a réussi à se rebeller. Et il fut suivi par d'autres. Une révolte a éclaté dans le camp. Le boko a été tué. J'ai profité alors de la confusion pour me sauver. Je me suis traîné hors du camp, aussi vite que je le pouvais. Et j'ai marché loin, aussi loin que mes jambes pouvaient continuer de me porter. J'ai même rampé parfois. Je me cachais dans les fourrés dès que j'entendais les bruits d'un moteur. J'avais peur de me faire capturer. Je vivais comme un animal au bord des routes en me nourrissant de racines. J'ai erré ainsi pendant 16 ans. Mais pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? On t'aurait protégé. Et qui avait commandité le boko? Demanda Angelina bouleversée. J'ai mis du temps à retrouver toute ma conscience et mes forces, Nina. Et puis, j'avais peur. Le boko m'a donné le nom de celui qui avait commandité ma fausse mort. C'était notre frère, Nina. C'est pour ça que j'ai attendu qu'il meure avant de revenir. Je ne voulais pas retourner sous la terre. Le boko m'a expliqué que c'était à cause de la querelle que nous avions pour l'héritage de la ferme. Et c'est pour me punir de mon entêtement, à vouloir la vendre, qu'il m'a fait zombifier. Angelina était abasourdie. Elle se souvenait des disputes entre ses frères concernant la ferme, mais elle était loin de s'imaginer une telle issue. Elle prit la main de Clervius. « Demain, on t'emmène à l'hôpital. Je veux comprendre. Comprendre comment des médecins ont pu te déclarer mort, alors que tu étais vivant. Je veux aussi savoir comment on peut faire maintenant pour te rendre ta vie, ton identité. » En effet, l'homme qui vient de raconter à sa famille son propre enterrement et sa résurrection était toujours déclaré mort
depuis le 2 mai 1962. Cette nuit, Clairvius s'endormit le cœur léger pour la première fois depuis presque 20 ans. Le lendemain, accompagné d'Angelina, il prit la route de l'hôpital psychiatrique et centre de recherche neurologique de Port-au-Prince. C'est le professeur Lamarque Douillon, psychiatre diplômé de l'Université de Montréal, qui le prend en charge. Le professeur est fasciné, même s'il a déjà examiné des patients vivant à l'état quasi végétatif, prostrés ou errant le regard vide. Certains prétendent, dans un langage difficilement compréhensible, qu'ils sont revenus d'entre les morts. Mais c'est la première fois qu'il rencontre un zombie qui se porte aussi bien et surtout qui a gardé intact l'usage de la parole. Parole dont il se sert pour raconter son histoire de façon détaillée et cohérente. Le docteur Douillon pense avoir là une chance de comprendre ce phénomène et de faire avancer la science. Il ne croit pas que l'état léthargique de ses patients s'explique par la magie noire, même s'il est haïtien et qu'il baigne dans la culture vaudou. Le vaudou est une spiritualité originaire d'Afrique de l'Ouest et qui va se diffuser dans les Antilles et les Amériques au moment de la traite des esclaves au XVIIe siècle. Les vaudouisants vouent un culte au monde de l'invisible et aux esprits. Ces esprits, appelés des loas, sont honorés à travers des offrandes, des autels de dévotion et de nombreuses cérémonies façonnées par les danses et la magie. En fait de magie, Douillon soupçonne plutôt l'administration de puissantes plantes aux vertus psychotropes qu'il lui reste à déterminer. Avant tout examen médical, le docteur veut d'abord vérifier les dires de Narcisse en recherchant s'il existe un dossier à l'hôpital. Par chance, l'hôpital Albert Schweitzer tient rigoureusement ses registres et consigne soigneusement toutes les données des patients. Le dossier de Clairvius a été retrouvé. Il indique qu'il a été admis à l'hôpital le 30 avril 1962 en raison d'une sensation d'insectes grouillant sous la peau, d'une forte fièvre et de courbatures. Le mal ne fut pas clairement diagnostiqué et l'état de Clairvius se dégrada jusqu'à sa mort prononcée 2 jours plus tard, le 2 mai à 13h15. Devant son cousin et son frère comme témoins, un certificat de décès a bien été rédigé et signé par un médecin. Ce n'est pas toujours le cas en Haïti, et nombreux sont les gens qui naissent et meurent sans avoir été inscrits dans un registre. Selon le directeur des Archives nationales, ce sont près de 3 millions d'Haïtiens qui ne disposent pas d'acte de naissance, soit à cause de la corruption, il faut payer un fonctionnaire pour avoir un document, soit en raison du tremblement de terre de 2010 qui a détruit de nombreuses institutions et archives. Dans ces conditions, il n'est pas rare de voir une personne utiliser les papiers d'une autre quand elle doit justifier d'une identité. Narcisse dit vrai, son inhumation, le lendemain du décès, a bien été consignée par l'hôpital. L'enquête médicale peut maintenant commencer. Dans l'espoir que les rapports des médecins l'aident à récupérer un statut de vivant nécessaire pour ouvrir un compte en banque, voyager, le revenant va collaborer entièrement avec l'équipe médicale. Secondé par son frère Emerson, psychologue, le professeur Douillon va d'abord rechercher des pathologies qui pourraient expliquer la croyance du patient en sa propre mort. Des examens neurologiques sont pratiqués. Les résultats montrent que le cerveau de Narcisse est intact et ne montre aucun signe de traumatisme ou défaillance. Il ne souffre pas d'épilepsie, délire ni d'hallucination. On vérifie notamment que Clairvius ne souffre pas du syndrome de Cotard, une maladie mentale qui conduit le patient à croire qu'une partie de son corps est en train de pourrir ou est carrément morte. L'état clinique de Narcisse est tout à fait normal. Puisque son patient parle d'une poudre qui l'aurait empoisonné jusqu'à un état de mort apparente, le docteur souhaiterait s'en procurer et vérifier ses effets sur des souris. Cette théorie d'un poison zombifiant n'est pas nouvelle. D'autres chercheurs ont émis cette hypothèse, mais sans réussir à la prouver. En 1929, l'explorateur américain William Seabrook, qui serait l'un des premiers hommes blancs à avoir été initié au vaudou, publie un récit de son voyage en Haïti intitulé
The Magic Island. Dans ce livre, il décrit le zombie comme un cadavre ambulant extrait de son tombeau par un sorcier qui lui confère un semblant de vie. Le cinéma qui émerge alors s'empare du zombie du folklore haïtien et en fait une figure du cinéma d'horreur. Le zombie fiction finit par effacer le zombie sujet d'étude. De plus, Seabrook s'adonne à des pratiques occultes et des expériences extrêmes comme du cannibalisme sur des cadavres qui le feront tomber en disgrâce. En 1937, Zora Neale Hurston, écrivaine et anthropologue afro-américaine, reçoit une bourse pour aller en Haïti afin d'y conduire des recherches sur les cultures locales. Elle réussit à infiltrer des cérémonies vaudou et put ainsi témoigner de l'usage de drogue qui menait jusqu'à la transe. Lors d'un voyage, on lui présenta Félicia Félix Mentor, une femme déclarée morte en 1907 et retrouvée errant sur les routes, nue, 29 ans plus tard. Félicia fut le tout premier zombie à avoir été photographié. Son visage est tuméfié, ses yeux sont hagards. Elle prétend avoir été droguée, puis forcée de travailler en tant qu'esclave. Dans son livre « Tell My Horse » paru en 1938, Hurston conclut que les zombies sont l'œuvre de puissants poisons, sans pouvoir le démontrer scientifiquement. Mais dans une Amérique en proie à la discrimination raciale, ses travaux ne furent pas considérés par la communauté scientifique. Le docteur Douillon s'est procuré auprès de certains sorciers quelques échantillons de poudre zombie. Mais les résultats des analyses ne révèlent rien de concluant. Malgré cet échec, les recherches de l'équipe Douillon commencent à s'ébruiter sur l'île et à l'étranger. Narcisse devient bientôt une curiosité locale et internationale. Des médias du monde entier affluent pour l'interviewer, dont la très sérieuse BBC, qui réalisera en 1983 un documentaire à son sujet. Le zombie d'Haïti, comme le surnomment les médias, se prête au jeu des interviews et des photos. Il accepte même de poser assis sur sa tombe. Certains journalistes se sont lancés à leur tour dans cette quête du poison. Cette effervescence autour du zombie d'Haïti et de sa poudre finit par attirer l'œil de laboratoires américains qui suivront l'affaire avec intérêt. Douillon souhaite trouver un ethnobotaniste qui pourrait retrouver la potion zombie dont il est sûr et certain de l'existence. Il va solliciter l'aide d'un éminent psychiatre américain, Nathan Kline, avec lequel il avait étudié. Le professeur Kline est mondialement reconnu pour ses découvertes en matière de traitement de la schizophrénie et de la dépression, et il est conscient du potentiel médical d'une telle découverte. Kline va réunir les fonds nécessaires et constituer une équipe de recherche. C'est Wade Davis, un jeune ethnobotaniste canadien, qui sera chargé d'obtenir sur place cette fameuse poudre. Ses études n'étaient pas encore terminées, mais le jeune Canadien avait déjà passé plus de 3 ans en Amazonie et dans les Andes, vivant parmi des groupes indigènes et répertoriant des plantes pour le compte de l'université d'Harvard. Arrivé sur place, des journalistes de la BBC lui conseillent de rencontrer Marcel Pierre, un personnage plus fréquentable que les reporters de la BBC qualifieront d'incarnation du diable. Pierre est tenancier d'un bar malfamé de la ville de Saint-Marc et trempe dans des affaires louches. Mais il est également sorcier vaudou. Le jeune chercheur va lui demander un échantillon de poudre zombie et un échantillon de l'antidote. Marcel Pierre va d'abord escroquer Davis en lui vendant une poudre de perlimpinpin. Celui-ci revient à la charge, ne se laissant pas impressionner par le boco. Pierre finit par accepter. Mais il prévient Davis qu'il va devoir se salir les mains et assister à toutes les étapes de l'élaboration de la recette, y compris la plus sordide, l'exhumation d'un cadavre fraîchement enterré, dont les os serviront à la préparation de la mixture. Davis s'exécute, et cet épisode lui sera reproché comme un manquement à l'éthique scientifique. Une fois la poudre zombie préparée, Davis put en garder une petite partie. Mais il ne put obtenir l'antidote. Selon le sorcier, seul un boco a le pouvoir de réveiller un zombie, et ils ne peuvent divulguer leur secret sous peine de punition par les esprits. Davis ne s'est pas contenté de l'échantillon fourni par Marcel Pierre. Il voulait en rapporter en Amérique un plus grand nombre. Dans un péristyle, c'est-à-dire un temple vaudou très prisé par les touristes, il va rencontrer Max Beauvoir, biochimiste et Ougan. Un Ougan est un prêtre vaudou chargé d'organiser les cérémonies et les rituels.
Il œuvre pour le bien de la société vaudouisante. L'équivalent féminin du Ougan est la Mambo. Les Ougans et les Mambos pratiquent une magie blanche censée aider ou soulager le croyant. En cela, ils se distinguent du Boko, le sorcier qui lance des mauvais sorts, afin d'assouvir des vengeances personnelles. Beauvoir deviendra quelques années plus tard le chef suprême du vaudou haïtien. Interrogé par l'anthropologue Philippe Charlier, il raconte qu'ils avaient été nombreux à venir lui demander le secret du poison zombie. Même la NASA s'y serait intéressée dans le cadre des voyages spatiaux longue distance qu'elle envisageait. L'agence spatiale américaine aurait même trouvé un nom au poison zombie, le zombinol. Beauvoir a tenté d'expliquer à tous ces gens qu'il était impossible de révéler complètement les secrets du vaudou, car sans l'aspect spirituel, la magie ne fonctionne pas. L'ingrédient le plus important serait donc la spiritualité. Magie et poison fonctionneraient alors ensemble. Il va convaincre Davis de s'immerger au plus profond de la société haïtienne, dans les zones rurales. Le Canadien fit alors la découverte des sociétés secrètes vaudou. Organisées sous forme de confréries, elles ont pour nom Bizango, Cochon Noir ou Zobop. Elles se réunissent de nuit au cours de cérémonies réservées aux membres et se transmettent leur savoir ancestral de la science des plantes. Elles s'attribuent le rôle de protectrice de la nation en veillant à un certain équilibre dans la communauté des fidèles. Ceux qui violent le code moral de la communauté se voient traînés devant un tribunal extrajudiciaire présidé par un Ougan. Les sujets comme l'adultère et la captation d'héritage ont une grande importance en zone rurale et constituent la majorité des affaires. Un adepte peut saisir ce tribunal pour se plaindre du comportement répréhensible d'un autre. Les juges vont alors convoquer l'accusé plusieurs fois afin de le raisonner. Si celui-ci persiste dans son comportement néfaste, alors la sentence prononcée par le tribunal pourra aller jusqu'à la zombification qui devra être votée à l'unanimité. Grâce à Max Beauvoir, Davis réussit à participer à certains rites secrets des Bizangos. Il découvrit que dans les zones rurales, ces sociétés secrètes vaudounes influent sur la vie quotidienne des paysans, souvent bien plus que le gouvernement. Le chercheur fit alors le lien avec les informations qu'il avait recueillies sur Narcisse. Il avait en effet découvert qu'avant son décès, le revenant était devenu le paria de son village en raison de paternité non reconnue et de la spoliation des terres de son frère. Ce comportement adultérin ou de captateur d'héritage était commun à d'autres cas de zombies que Davis avait étudiés. Le chercheur pense que les sociétés secrètes ne sont pas étrangères au folklore du zombie, elles maintiennent l'ordre dans leur communauté sous la menace de la zombification. Et cette menace est aussi efficace que la poudre zombie. D'où viennent l'autorité de ces sociétés secrètes ? Lorsque des Africains de l'Ouest furent capturés et réduits en esclavage dans les colonies françaises des Caraïbes et en Amérique, ils importèrent avec eux leur spiritualité vaudou qui résista à la christianisation forcée. Les rituels se déroulaient dans la clandestinité car toute participation était passible de mort. Pour les esclaves, pratiquer le vaudou s'apparentait alors à un acte de résistance identitaire et les cérémonies religieuses prirent de plus en plus la couleur de réunions politiques. La nuit du 14 août 1791 eut lieu la cérémonie du bois caïman, une cérémonie politico-religieuse organisée par Boukman Duty, esclave le jour et Ougan la nuit, et menée par une mambo, Cécile Fatiman. Durant cette cérémonie, un cochon noir aurait été égorgé en sacrifice afin que les esclaves s'abreuvent de son sang et deviennent invulnérables face aux armes des colons. Duty ordonne alors le soulèvement des esclaves. Cette nuit marque le début de la révolution haïtienne. Une semaine plus tard, des groupes d'esclaves se soulèvent et pendant une dizaine de jours, des plantations sont en feu. Plus d'1 millier de colons seront tués. Mort au combat, Duty, que l'on décrit comme une force de la nature, fut décapité et sa tête exposée afin de briser le mythe de son invincibilité. Mais cela n'empêcha pas la révolte de durer 12 ans encore. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave, proclame l'indépendance d'Haïti qui devient alors le premier et l'unique État au monde conquis par des esclaves. Les sociétés secrètes attaquaient donc les colons et protégeaient la société vaudou.
C'est de ce prestige acquis pendant la Révolution que les communautés secrètes tirent leur influence. Aujourd'hui, catholicisme et vaudou coexistent et se sont auto-imprégnés. De nombreux Haïtiens sont à la fois catholiques et adeptes du vaudou. Toutefois, les protestants demeurent virulents à l'égard des vaudouisants qu'ils accusent de pacte avec le diable. Finalement, ce sont 7 échantillons différents que Davis réussit à obtenir et qu'il envoya à l'Université Columbia pour analyse. Les échantillons sont testés sur des animaux. Voici le compte-rendu des tests. Au bout de 6 à 9 heures, les souris ont cessé de répondre aux stimuli oculaires, auditifs ou même à la douleur. Petit à petit, elles ont cessé de bouger. De loin, on aurait dit qu'elles étaient mortes ou dans le coma. Cependant, elles respiraient et leur cœur battait. Certaines de ces souris sont restées dans cette situation jusqu'à 24 heures. Chez les singes, le médicament a complètement changé leur comportement en seulement une demi-heure. Leur agressivité est retombée. Ils étaient dans une sorte de léthargie catatonique, conscients mais insensibles à la douleur. Les analyses révélèrent qu'aucun des 7 échantillons était identique. On y trouvait divers éléments végétaux et animaux, mais un ingrédient était présent à chaque fois. Des organes, des viscères plus précisément, d'un poisson tropical qu'on appelle le poisson globe car il se gonfle d'eau jusqu'à plusieurs fois sa taille lorsqu'il se sent en danger. Pour menacer ses prédateurs, son corps en entier se recouvre alors d'épines. En Haïti, on appelle ce poisson froufrou et au Japon, où il est également très présent, fugu. Davis eut l'idée de compulser la littérature biomédicale asiatique au sujet de ce poisson. Il découvrit qu'il existait de nombreux récits bien documentés d'empoisonnement au poisson globe. Détail insolite, le fugu est apprécié au Japon par certains gourmets pour les effets exaltants que sa consommation procure, tels que de l'euphorie, des frissons le long de la colonne vertébrale, des picotements de la langue et des lèvres. Des chefs dûment formés et assermentés, sous peine de grave intoxication, sont autorisés à le cuisiner. Ils nettoient alors suffisamment de poison pour que le fugu ne soit pas mortel, mais en laissent une toute petite partie afin que les consommateurs en perçoivent les effets. Chaque année, des accidents dont l'issue est parfois fatale sont dus à la consommation du fugu. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'empereur du Japon et son épouse n'ont pas le droit d'en consommer. Davis découvrit avec surprise que de nombreux cas de personnes en état de mort apparente avaient été relatés et reliés à la consommation du fugu. Des gens se réveilleraient juste avant leur inhumation. Ainsi, on raconte le cas de ce défunt en route dans un train pour sa crémation et qui va se réveiller 7 jours après son prétendu décès. D'ailleurs, dans certaines régions, si on soupçonne la consommation de fugu, on va attendre 3 jours avant l'inhumation pour être sûr de la réalité du décès. Le principe actif contenu dans les viscères du fugu est la tétrodotoxine, un puissant neurotoxique qui va plonger le corps dans un état de paralysie dont l'importance et la durée vont dépendre de la quantité ingérée. Si cette quantité est trop importante et que le patient n'est pas soigné, l'intoxication peut aller jusqu'à la mort. Davis va découvrir que les propriétés de la tétrodotoxine correspondent aux symptômes décrits par les zombies juste avant leur fausse mort. Les signes cliniques apparaissent entre 10 minutes et 4 heures après ingestion et sont regroupés en 4 stades. Au premier stade de l'intoxication, troubles du toucher, engourdissement des muscles faciaux, troubles digestifs. Au deuxième stade, apparition de paralysie, troubles de la coordination des mouvements. Au troisième stade, baisse de tension artérielle, troubles de la vision et de l'ouïe, mal de jambes, perte du langage. Au quatrième stade, perte de conscience, paralysie des muscles respiratoires, détresse respiratoire, mort. Dans la liste des ingrédients révélés par les analyses des échantillons, on va trouver de la buphotoxine, toxine présente dans la bave de crapaud de Cannes et réputée pour ses propriétés urticantes. De la datura, appelée aussi concombre zombie, une plante psychoactive puissante provoquant hallucinations, délire et comportement apathique. On va également trouver des millepattes, des tarentules, un tas d'extraits végétaux comme des graines de mucuna,
utilisés dans des médicaments luttant contre la maladie de Parkinson, des vers de mer, des écorces d'albizia, utilisées pour soigner les insomnies, et plus sordide, des os humains broyés. Davies pense que tous ces neuroleptiques servis quotidiennement expliquent la privation de volonté ainsi que l'obéissance aveugle aux ordres du sorcier. Dans les conclusions de son enquête, il décrit le scénario du processus de zombification de la façon suivante. Une poudre serait versée à l'insu de la victime dans ses chaussures ou ses vêtements afin qu'elle imprègne progressivement sa peau pour arriver jusqu'au sang. Le poison comprend des psychotropes, modifiant la perception et l'état de conscience, et des neurotoxines qui ralentissent le système nerveux et les fonctions vitales jusqu'à donner l'apparence de mort. Les battements de cœur sont alors imperceptibles au stéthoscope. Le sujet est enterré et avec la complicité de fossoyeurs, le boco revient rapidement le déterrer et place des pierres à l'endroit de la sépulture. Le sorcier administre alors un antidote au faux décédé pour le réveiller suffisamment et va continuer à lui faire prendre de façon quotidienne des psychotropes pour le maintenir en servitude. Davies ajoute ce qu'il a appris au contact des populations rurales, c'est-à-dire l'importance de la culture et des croyances haïtiennes. L'individu baignant dans la croyance vaudou croit en cette faculté du sorcier de le soumettre et le maintenir en esclavage. Pour se faire zombicier, il faut croire aux zombies. Cet aspect psychologique existe d'ailleurs en médecine moderne. Plus un patient adhère à un protocole de soins, et plus celui-ci va fonctionner. Mais la réussite du chercheur n'est que partielle, car il n'a pas réussi à obtenir la recette de l'antidote qui peut relever le zombie. Pas plus qu'il n'a réussi à donner la composition du poison qui permet de maintenir la victime en état de servitude. Il va alors avancer l'épisode du sel. En effet, comme à l'époque des esclaves, les zombies sont privés de nourriture salée. Mais certains d'entre eux, qui ont été libérés par leur geôlier, ont raconté que juste avant leur libération, des plats salés leur avaient été servis, ce qui leur aurait permis de recouvrir leurs facultés. Le sel bloquerait les transmissions des molécules toxiques avant leur passage dans le cerveau. Mais la théorie de Davies se heurte à un problème de taille. La tétrodotoxine est éliminée par le corps sous maximum 5 jours et ne laisse aucune séquelle. Or, des années après leur libération, certains zombies continuent de souffrir d'un état léthargique et ne retrouvent qu'un usage limité de la parole. Une partie de la communauté scientifique est sceptique et juge le travail de Davies approximatif et non fondé scientifiquement. Le Canadien se serait fait avoir comme un touriste et aurait donné de l'importance à des histoires de folklore. Qu'importe, le jeune botaniste est heureux. Il pense avoir prouvé la théorie de la poudre zombie par des considérations scientifiques. Et en 1986, Davies sort Le serpent et l'arc-en-ciel, un récit romancé de sa quête du poison zombie. Comme un pied de nez à ses détracteurs, le livre est un best-seller et sera adapté à Hollywood par Wes Craven. En France, le film sortira en 1988 sous le titre L'emprise des ténèbres. Un tas d'anecdotes circulent sur le tournage qui n'a pas été de tout repos. Par exemple, Wes Craven raconte que le scénariste du film a presque été zombifié et aurait dû être rapatrié d'urgence de Port-au-Prince aux États-Unis afin d'être soigné. Il avait été retrouvé errant, désorienté et hagard après avoir assisté la veille à un rituel vaudou. Âgé aujourd'hui de 69 ans, Wade Davis a consacré sa vie professionnelle à étudier les cultures indigènes du monde entier et à mettre en garde contre la destruction de leur habitat naturel. En récompense de ses travaux auprès des Indiens, il a été fait citoyen d'honneur de Colombie par le président Santos en 2013. Depuis le retour de Narcisse, de nombreux autres zombies haïtiens ont défrayé la chronique. Mais certains retours peuvent entraîner des conséquences dramatiques, notamment sur les personnes accusées de les avoir fait zombifier. En 1997, Roland Littlewood, anthropologue et psychiatre, forme une équipe pluridisciplinaire pour enquêter sur 3 cas de prétendus zombies. L'enquête a donné lieu à un documentaire du National Geographic. Le premier cas examiné est celui de Wilfrid Dorissan, décédé à 26 ans et réapparu 2 ans après ses funérailles. Son père le reconnaît alors formellement dans la rue et le ramène chez eux où il sera également reconnu par sa mère.
Il n'a pratiquement plus l'usage de la parole, mais a pu désigner son oncle comme responsable de sa fausse mort, son enlèvement et sa mise en esclavage. La tombe de Wilfrid se trouve, comme souvent en zone rurale, dans un caveau familial sur un terrain privé, celui de sa cousine, qui s'oppose à son ouverture. Les scientifiques découvrent un jeune homme complètement apathique et qui a les jambes entravées, pour éviter soi-disant qu'il ne se blesse. Il a des cicatrices au poignet, comme des traces de liens. Le père du jeune homme accuse son frère d'avoir agi par jalousie envers lui et porte l'affaire en justice. À la suite des accusations des parents de Wilfrid, l'oncle a été arrêté et a reconnu les faits. Il fut condamné à perpétuité pour empoisonnement. Interrogé par les scientifiques, le juge et le chef de la police affirment être convaincus de la culpabilité de l'oncle. Celui-ci s'est évadé de la prison et vit caché dans la forêt. L'équipe de scientifiques réussit à le rencontrer. Il nia avec force les accusations portées contre lui et déclare que ses aveux lui ont été arrachés par la violence. Par ailleurs, le jeune homme n'est pas du tout son neveu, qui se trouve toujours sous terre selon lui. Il accuse son frère, avec la complicité de la cousine, d'avoir manigancé toute l'affaire afin de s'approprier des terres qui lui appartenaient. Le père de Wilfrid aurait usé de son statut d'ancien policier pour avoir des témoignages en sa faveur et influencer la justice. Quant au jeune inconnu, ce doit être un fou, qu'il a ramassé dans la rue, ajoute l'oncle. Des prélèvements génétiques sont faits pour confronter l'ADN du jeune homme, prétendument Wilfrid, à ceux des époux d'Orissan. En attendant les résultats, l'équipe de chercheurs rencontre leur deuxième zombie, Marie Moncoeur, une jeune femme réapparue 12 ans après son décès. Son frère, par ailleurs guide des scientifiques, l'a reconnu formellement lui aussi. Ses mouvements sont désordonnés et son langage est décousu. Elle raconte avoir été exhumée et retenue en captivité dans une propriété au nord de l'île. Elle affirme se souvenir de l'endroit et elle accepte d'y retourner avec l'équipe de chercheurs. Arrivée dans le quartier où elle avait été retrouvée errante, la jeune femme s'anime. Elle semble reconnaître l'endroit. Et là, l'incroyable se produit. Des gens reconnaissent Marie. Ils l'appellent Fanfan et affirment qu'elle a disparu depuis 9 mois et qu'elle serait maman d'une petite fille. La ressemblance entre cette nouvelle famille et la jeune femme est criante et l'enfant reconnaît sa mère. Mais les Moncoeur n'en démordent pas, c'est leur Marie. S'ensuit alors un échange musclé entre les deux familles, chacune revendiquant la jeune femme. Pour éviter que la situation ne dégénère, les scientifiques décident de rebrousser chemin et de faire à nouveau parler l'ADN. Les résultats tombent. Sans appel possible. Le jeune homme, présenté comme Wilfrid, ne peut pas être apparenté aux époux qui se prétendent ses parents. Il n'a pas pu être identifié. Quant à la jeune femme, elle n'est pas Marie Moncoeur. Il s'agit bien de la jeune femme portée disparue depuis 9 mois et elle est bien maman de la petite fille. La troisième affaire de zombification aurait fait apparaître un complot du mari pour éloigner une épouse qu'il accusait d'adultère. Aucun des cas étudiés n'a fait apparaître d'intervention de bocaux ou de sorcellerie. Dans les 3 cas, Roland Littlewood a identifié une pathologie psychiatrique chez les prétendus zombies. Le folklore du zombie serait une façon pour les Haïtiens d'expliquer les maladies mentales, car dans la spiritualité vaudou, si on est atteint d'un mal, c'est qu'il provient forcément d'un sort. Les maladies psychiatriques n'existent pas. En conclusion de cette étude, Littlewood et un 3e frère douillon, Chavan, signent un article très remarqué dans la prestigieuse revue médicale The Lancet et qui sera cité plus de 44 fois dans d'autres articles médicaux. Les 2 chercheurs alertent l'État d'Haïti sur le problème social des faux zombies, estimant à 1000 cas par an les personnes prétendument zombifiées. Ils qualifient ce phénomène de problème de santé publique majeur qui mériterait l'intervention de l'État. Si le poison n'explique pas tout, la maladie psychiatrique non plus. Les chercheurs expliquent que la culture et l'imaginaire des Haïtiens a été marqué par leur histoire mouvementée. Le zombie, qui subit le même déracinement, la même privation de liberté et d'identité que les esclaves, serait en fait un rappel métaphorique du passé esclavagiste. L'état de zombie serait auto-suggéré par des éléments culturels et spirituels. Autre facteur culturel,
l'imprégnation forte qu'a eue la dictature des Duvalier père et fils sur la société haïtienne. François Duvalier, qui connaissait parfaitement le fonctionnement des sociétés rurales, instrumentalisa le vaudou pour maintenir les citoyens dans la peur. Il s'affichait avec des bocaux qui prétendaient qu'il était sous la protection des esprits. Le dictateur avait tout intérêt d'entretenir le mythe du zombie afin de calmer les velléités de révolte des Haïtiens. Une rumeur prétendait même que des zombies avaient intégré les rangs de la terrible milice paramilitaire, les Tontons Macoutes. Cette police politique terrorisait les opposants en se rendant coupables d'enlèvements, tortures et assassinats. Les Tontons Macoutes continuèrent à mener leurs activités criminelles des années après la chute en 1986 du régime autoritaire. En 2014, Philippe Charlier, anthropologue et médecin légiste, reprit l'enquête sur la zombification. Afin de mieux le comprendre, il va se faire initier au vaudou lors d'un voyage au Bénin et peut désormais participer à des rites secrets réservés aux initiés et aux prêtres. En Haïti, il a rencontré malades et psychiatres, ougans et zombies. Pour lui, la magie et le poisson globe ne peuvent expliquer à eux seuls l'importance du phénomène sur l'île. De ses recherches, il a défini 3 catégories de zombies. Le zombie psychiatrique, c'est le cas du patient atteint d'une maladie qui lui fait croire qu'il est mort. Le zombie poison, c'est la victime qui est empoisonnée à l'aide de la tétrodotoxine, enlevée puis séquestrée. Et le zombie social, c'est le vagabond qui erre sans identité et qui sera faussement reconnu par une famille endeuillée au sein de laquelle il va prendre la place d'un défunt. Philippe Charlier affirme que le chiffre de 1000 cas de zombies par an avancé par Littlewood est à revoir bien à la hausse. Mais quel statut juridique pour ces revenants ? Sur le plan administratif, rien dans les lois haïtiennes ne permet à un mort de retrouver une identité. Le revenant ne peut donc pas se réinsérer dans la société. Les juristes vont s'emparer de la question zombie. En 2018, une commission planche sur la réforme du code pénal haïtien. Son président, Jean Sénatus, dira « Le zombie est devenu un fait social qu'on ne peut pas négliger ». Ainsi, en 2020, le projet du nouveau code pénal est adopté et il contient des dispositions concernant les zombies. La loi prévoit désormais que le défunt revenant pourra se faire octroyer une sorte de certificat de résurrection appelé acte de notoriété de réapparition et qui lui permettra de jouir des droits réservés aux vivants. Le nouveau code pénal aurait dû entrer en vigueur en juin 2022. Mais en raison de problèmes de soulèvement et d'émeutes, son application a été repoussée. En effet, depuis l'assassinat de son président Jovenel Moïse le 7 novembre 2021, Haïti est englué dans une crise politique sans fin. En 2022, l'État haïtien semble complètement disloqué. Les habitants sont précipités dans un chaos indescriptible. Une guerre des gangs ensanglante la capitale. Kidnapping, pillage, violence sont le quotidien d'habitants livrés à eux-mêmes. À une extrême pauvreté s'ajoute une insécurité qui frappe aveuglément. Régulièrement, des émeutes contre la vie chère et la corruption éclatent. Des banques, des prisons, des bâtiments institutionnels sont pris d'assaut. Des hôpitaux sont fermés. Les ambassades étrangères ont quitté l'île. Des barrages encerclent les routes, empêchant la population de fuir Port-au-Prince. Les stations-service sont rackettées. L'essence revendue au marché noir. Quant à la police, elle est soit absente, soit complice des violences. D'ailleurs, on retrouve d'anciens policiers à la tête de certains gangs. On ne peut qu'espérer que le peuple haïtien retrouve son unité et se libère une nouvelle fois du joug de cette violence qui l'entrave. Mais revenons à notre héros que nous avions laissé dans le cabinet du docteur Douillon. Grâce à l'intervention de Davis, Clairvius a pu obtenir des visas et réaliser son rêve de voyager en Amérique. Il a publié en 1985 un livre qui raconte son histoire et a donné des conférences dans les plus grandes universités américaines. Il a rencontré l'amour et s'est remarié. En 1994, à l'âge de 73 ans, il s'est éteint de façon définitive cette fois. Enfin, on l'espère, car quand le proverbe dit « on n'a qu'une seule vie », Narcisse peut répondre « mais on peut mourir plusieurs fois ». Je vous remercie de m'avoir suivi.